Bienvenue sur Ocadia. Négociation, les essentiels, vidéo numéro 2. Dans celle-ci, nous verrons le début du processus de préparation d'une négociation. Vous l'avez compris avec la première vidéo, la préparation est essentielle. Vitale même. Elle consiste à répondre à 3 questions. Quelles sont-elles? D'abord, où est-ce qu'on veut aller? C'est ce qu'on appelle la stratégie. Puis la tactique, c'est le comment. Et enfin, avec quoi j'y vais? Avec quoi je vais rentrer dans cette négociation, dans ce processus de négociation? C'est l'argumentaire. L'erreur commune, c'est d'y aller direct, de se dire vite fait, rapidement, ah oui, bah tiens, je peux aller jusque-là, en gros, dans un prix, par exemple. Et puis, bon, j'y vais, et puis on verra. Hein, qui vivra verra. Non, c'est une erreur. La préparation, il va falloir y passer un peu de temps pour s'assurer une meilleure négociation, donc une meilleure collaboration avec la personne de la partie en face, ou l'organisation qui est en face. Donc, la stratégie, la tactique, l'argumentaire en parallèle. Où est-ce que je veux aller? Comment je vais y aller? Et avec quoi? Le processus de négociation, je le décline en 5 étapes. Tout d'abord, la situation. La situation, où est-ce qu'on veut aller? Avec qui? Qui sont les différents acteurs, les différentes parties prenantes de cette négociation? Est-ce que je compte quel type de relation j'ai avec eux? Quel type de relation j'envisage avec eux? Je peux envisager avec eux? Les objectifs, qu'est-ce qui est en jeu dans cette partie-là? Les ressources et puis les contraintes. Seconde étape, quelles sont les positions de chacun? Quels sont nos intérêts? Quels sont nos objectifs qui peuvent être différents, complémentaires, qui peuvent des fois interférer et voire des fois se démultiplier les uns les autres? Quels sont les points de résistance possibles et donc les autres solutions que l'on peut envisager? Chacune de ces étapes, je l'ai détaillée ensuite. Ensuite, on parle de cible. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'une zone d'accord potentielle entre moi et la partie en face et l'autre organisation ou l'autre personne? Quels sont les contrats potentiels que l'on peut en tirer? Quelles sont les marges de manœuvre? Phase 4, c'est l'orientation. Quel type de négociation? Donc là, on est dans le comment je vais y aller. Quel type de négociation je fais? Est-ce qu'elle est intégrative ou distributive, la négociation que j'entrevois? Ou alors est-ce que je me laisse de la marge de manœuvre pour le décider au fur et à mesure, selon? Et enfin, les tactiques, comment est-ce qu'on fait? Les argumentaires, les différents moyens. Ça, ce sont les 5 étapes. 5 étapes très simples, mais qu'il ne faut pas négliger pour la négociation. Voyons les premières de ces étapes pendant cette vidéo. La situation. Alors, il s'agit de regarder autour de soi et de voir où est-ce qu'on se trouve. En fait. Donc, on va regarder déjà qui est-ce qu'il y a sur le terrain de jeu. Est-ce que je les connais? Est-ce que vous avez un historique de relation avec eux? Si c'est le cas, est-ce que c'est leur type de négociation? Est-ce que c'est plutôt apaisé, collaboratif, coopératif? Est-ce que c'est tempétueux? Est-ce que c'est à relief ou alors c'est sur un ton constant? Quelle est leur fiabilité également? Donc on regarde bien l'historique, leur fiabilité dans les partenariats, dans les accords tenus, etc. On n'a pas forcément toutes ces informations sur les personnes avec qui on va négocier, mais dans ce cas-là, souvenez-vous, la négociation est une aventure humaine, et c'est une aventure humaine aussi dans la préparation. Mais dans ce cas-là, on va se renseigner auprès de nos connaissances, auprès d'autres contacts de l'entreprise, de collègues, de gens qui ont pu négocier avec ces personnes. Et souvenez-vous d'une chose quand vous récoltez ces informations, tout est subjectif. Tout est subjectif, c'est-à-dire que chacun exprimera un point de vue qui dépendra de son historique, de sa perception des choses, de voir les choses, son aptitude à voir certaines choses plutôt que d'autres. On est tous dans ce même cas. Donc, plus on multiplie les regards, plus on est sûr d'avoir une information complète. Voilà. La certitude n'est jamais là, mais en tout cas, on vient renforcer nos jugements et les décisions que l'on prendra derrière. Donc, il ne faut pas rester non plus sur une position fixe. Voilà. Il faut s'attendre à ce que dans le processus de négociation, on découvre une facette, des facettes ou des éléments de l'environnement de l'autre au fur et à mesure. La permanence de la relation, c'est important à considérer parce que le style que vous allez avoir va dépendre de
de ce que vous voyez hein, sur le futur proche, moyen ou long terme, sur le partenariat avec la personne. C'est pas la même chose si vous allez acheter un canapé que si vous allez négocier des produits nécessaires à la construction de services que vous allez vendre à des clients et vous comptez faire cette activité pour un moment. D'accord. Donc, dans le cadre d'une relation durable, ben, il ne faut pas rester centré uniquement sur le résultat, parce qu'il faut également considérer la qualité de la relation, tout simplement. La situation s'apprécie aussi quand on regarde les objectifs de ce qu'on envisage. Voilà. Pourquoi est-ce que je me lance dans une négociation avec cette partie adverse, on va dire? Même si c'est pas un combat de boxe, mais quand même, on peut faire le parallèle. Donc, on va clarifier les raisons de la négociation. Pourquoi et pourquoi? Pourquoi je le fais et pourquoi, dans quel but? Quels sont les gains potentiels directs que je peux en obtenir? Quels sont les gains indirects qu'on pourrait que je pourrais en obtenir? Quelles sont mes obligations, les choses que je me dois de respecter, les limites à ne pas dépasser? Quels sont les points de négociation connexes qui ne sont pas au cœur de ce que je vise directement, mais qui pourraient se rajouter? Et en menant cette réflexion, vous la menez également pour les autres, pour la partie avec laquelle vous allez négocier, pourquoi pas, puisque vous pourrez construire et enrichir encore plus vos arguments. Et enfin, pourquoi ces personnes-là, spécifiquement? Pourquoi ces individus? Dressez leur persona, si besoin, même, hein. Décrivez-les. Voilà, essayez de vous les dépeindre dans une situation, dans un contexte de négociation. Comment seront-ils? Et enfin, vous allez hiérarchiser ces informations, hein. Ainsi, ça va vous aider à faire le tri, à discerner, faire le tri entre ce qui est primordial et ce qui est accessoire comme information. Voilà, il y aura certaines informations qui vont vraiment diriger vos décisions sur la façon d'y aller et comment vous allez y aller. Et d'autres qui seront plus annexes, qui pourront servir plus tard. Donc, dresser un tableau de la situation se continue ainsi, et puis enfin, on va venir euh, continuer et achever ce tableau de la situation en discutant, en réfléchissant aux enjeux. Voilà, les enjeux, c'est il y a quoi à y gagner, quelle valeur, qu'elle soit concrète, tangible ou alors valeur ressentie, et quel est le niveau de sensibilité de votre côté, et puis du côté de la partie adverse également, hein, des gens qui sont en face. Quelles sont leurs sensibilités aux différentes valeurs possibles que l'on peut créer avec cette négociation. Pour faire tout cela, vous avez différentes ressources hein, et des contraintes également. Hein. Vous avez des atouts en main et vous avez des moyens de support possibles, humains. Consultez votre entourage, consultez les gens qui sont déjà en relation avec l'organisation avec qui vous négociez. Matériel et financier, voilà. Faites le point sur toutes les possibilités, tout ce qui pourra vous aider à réagir d'une façon constructive lors du process de négociation. Donc une fois qu'on a bien dépeint ce tableau de la situation, ben, il s'agit de regarder les positions de chacun. Où est-ce qu'on se situe? Alors, 4 cas ici à venir scanner. Tout d'abord, les intérêts de chacun, que je mentionnais auparavant. Donc là, on va venir qualifier, c'est du qualitatif, on va venir qualifier quelles sont les motivations de chacun. Les motivations à rentrer dans cette négociation, les motivations à l'achever, à la signer, à terminer de façon positive cette négociation, c'est-à-dire trouver un accord. On va venir parler des désirs, des envies, des besoins. Voilà, et voir des soucis qui peuvent être sous-jacents à certaines décisions qu'une partie ou l'autre sera amenée à prendre. Donc la notion d'intérêt et venir dresser une liste assez complète sur ce point-là sera plus que nécessaire. C'est un peu se mettre à la place dans les chaussures de. Ensuite, on va évoquer les objectifs. Donc là, on va être sur le quantitatif. Voilà, qu'est-ce qu'on peut cibler? On va chiffrer, on va les hiérarchiser, les prioriser. Et très vite vient le troisième cadran qui sont les points de résistance. Les points de résistance pour déjà penser à quel sera l'impact d'un non-accord. Si je ne tombe pas d'accord, si on n'arrive pas à trouver un accord de négociation, quelles en seront les conséquences hein.
au no deal du Brexit, par exemple, fameux exemple, sur lequel on peut se documenter, puis voir un peu tous les efforts qui ont été mis sur cet aspect-là, qui était en lui-même ce potentiel non-deal, une sorte d'argumentaire, hein, également. Donc il faut essayer de déterminer là le minimum acceptable de votre côté, le minimum acceptable du côté en face, et d'essayer de réfléchir à des solutions alternatives, hein, des solutions de secours alternatives. Car l'objectif, c'est d'estimer les positions de chacun et d'éviter les ruptures. Voilà. Une rupture de négociation, ça n'a rien de bon, parce qu'après, c'est beaucoup plus dur de revenir vers l'organisation, vers la personne. Donc là, il faut déjà envisager des solutions que l'on proposera, ne pas hésiter à viser au-dessus de l'objectif, hein. Tout est fonction du rapport de force dans ce cas-là. Donc les intérêts, les objectifs, les points de résistance possibles, et donc revoir les positions de chacun, quelles peuvent être. Donc, une fois que l'on a dressé la situation, on a vu les positions de chacun, maintenant on est en mesure d'identifier la cible, voire les cibles, elles sont au pluriel. Alors quand on parle de cible dans une négociation, on parle également d'une zone de contrat. Cette zone, elle est déterminée, c'est l'intersection entre les objectifs de la partie A et les objectifs de la partie B, comme vous le voyez ici. Et ces objectifs de chacune des parties vont jusqu'à un certain point où, si on est au-delà, c'est le point de rupture, ben, la négociation s'arrête. Non, désolé, je ne peux pas aller plus loin, ce n'est pas possible. Et donc, en tenant compte de cette zone d'intersection, on a ce qu'on obtient. On a ce qu'on appelle la zone de contrat. La zone de contrat, on pourrait le mettre au pluriel même, hein, de contrat potentiel. Voilà où le contrat peut se situer dans la négociation que vous apprêtez à, à démarrer. Cette zone de contrat, elle n'est pas fixe pour toujours. Elle va bouger. Elle va bouger en fonction du temps, parce que les conditions vont changer, parce que des informations vont apparaître. On n'a pas une connaissance exhaustive de l'environnement. Malgré tous les efforts mis dans la préparation, on n'a pas tout. Donc au fur et à mesure, on va découvrir des choses, tout comme la partie d'en face va découvrir des choses sur vous, sur le besoin, sur les possibilités, sur les solutions alternatives possibles, et votre sensibilité à certaines valeurs, valeurs ajoutées ou valeurs à obtenir de cette négociation. Donc juste, on retient évidemment que s'il n'y a pas de zone de contrat, ben alors il s'agit de réévaluer les objectifs, voire d'annuler la négociation entrevue, puisque si ce n'est pas possible. Donc retenir bien ça, cette zone de contrat va bouger. Mais comme dans tout système, ça bouge. Si on bouge nous-mêmes, si on avance des choses, si on fait des propositions, s'il y a une interaction avec la partie adverse. Cette notion de cible, et de zone de contrat. Il y a une parenthèse technique sur le sujet. Il y a des théories, hein, économiques qui sont sous-jacentes, qui soutiennent ce genre de démarche quand on est dans des négociations, des micro-négociations, c'est-à-dire négocier un contrat de fourniture de pièces élémentaires pour fabriquer mon produit et les avoir en chaîne à temps et au bon prix, ou alors de macroéconomie, hein, sur des flux financiers et de produits intercontinentaux, transnationaux, etc. On a dessous ces théories, c'est ce qu'on appelle le mechanism design. C'est en fait la théorie des jeux. C'est une approche mathématique de problèmes de stratégie. Quelle stratégie obtenir dans des milieux incertains? Donc, ça permet d'analyser les décisions qui sont prises par chacun des acteurs de ces milieux-là. Alors pour illustrer, des prix Nobel plus ou moins récents de 2012 sont vraiment appuyés là-dessus. Ce sont vraiment des théories qui sont moteurs en ce moment dans l'économie et dans la recherche sur le sujet. En 2012, Shapley et Roth, marché et ajustement, offre et demande, c'était leurs travaux qui leur ont permis d'obtenir le prix Nobel en 2012. Et en 2020, un peu plus près de nous, Milgrom et Wilson, mécanisme des prix fixés par les marchés d'enchères. Donc là, on est sur la macroéconomie, c'est pas la microéconomie en tout cas. Hein, on parle des marchés d'enchères, par exemple des antennes téléphone,
des relais téléphoniques dans un pays, ou bien de prix du gaz entre deux continents, etc. Donc on est sur ces points-là. Ou alors mise aux enchères de gestion des aéroports d'une nation. Voilà. Et donc tout ça, c'est basé sur la théorie des jeux. Et en fait, on y retrouve, quand on regarde ces travaux, des essentiels de la négociation. Et principalement celui-ci, c'est cette zone de contrat, où est-ce qu'elle se situe? Je vous ai dit, elle est dynamique. Et on parle de milieu incertain. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les informations. Donc, c'est à nous de détecter certaines informations, certains signaux, pour savoir cette zone de contrat, où est-ce qu'elle est possible. D'où l'utilisation aussi dans les enchères. Et donc, si on descend à un niveau très élémentaire sur la théorie des jeux, on a le dilemme du prisonnier de Lax et Sédénius. Donc, il y a deux prisonniers. Il y a un acte délictueux qui a été commis. Deux personnes sont arrêtées et sont mises chacune dans une geôle séparée. Prisonnier A, prisonnier B. Et l'enjeu, le résultat de l'accusation, de ce qui leur tombera dessus à ces prisonniers, va dépendre du positionnement de chacun. Donc on est dans un milieu incertain parce qu'ils ne communiquent pas. Et chaque prisonnier a le choix, soit il dénonce l'autre prisonnier, soit il nie ou il ne dit rien, en fait. Et donc, ce dilemme du prisonnier, dans sa façon la plus simpliste, la plus simple, en fait, la plus réduite, cette matrice de 2, c'est si le prisonnier A dénonce B et que le prisonnier B ne dit rien, voilà, on est sur cette ligne ici et cette case. Ben, dans ce cas-là, A est libre et B, par contre, il prend 10 ans, 10 ans de prison. Pareil, si B dénonce A et A ne dit rien, voilà, 10 ans de prison pour A. Et si chacun se dénonce, 5 ans de prison chacun. Et si aucun ne dit quoi que ce soit, n'accable l'autre ou quoi, ben, dans ce cas-là, c'est 1 an de prison chacun. Donc on a deux approches ici, une approche revendicative, avec le résultat qui n'est pas très heureux quand même, c'est 5 ans de prison chacun, et l'approche collaborative, 1 an de prison chacun. Or, dans l'exemple simpliste que je cite, les deux personnes sont séparées, ne peuvent pas communiquer, mais c'est exactement ce genre de mécanisme qui est en jeu quand on est dans une salle de vente aux enchères. Quand vous êtes dans un tel endroit, vous êtes en fait dans un endroit où il y a plusieurs acheteurs comme vous, et qui, comme vous, voudraient un produit, ou certains parmi eux voudraient le produit qui est en train d'être exposé et prêt à être vendu, pour lesquels les enchères ont commencé. Et vous ne pouvez pas vraiment communiquer avec les personnes. Donc, soit vous levez le bras et vous dites, bon, ben, ça démarre à 100 euros, et vous levez le bras et vous dites, ouais, 10 000 euros, et ça casse tout, et puis ben, vous l'emportez, certes, mais à quel prix? À quel prix? D'accord. Soit ben, vous regardez, vous essayez de capter de l'information de la part de la salle d'audience, et puis une approche collaborative va se faire entre les différents participants de cette vente aux enchères. On va voir des signaux, des gens qui regardent avec plus d'intérêt, alors qu'avant ils étaient plutôt endormis, qui regardent ce produit, qui discutent à l'oreille de leurs voisins, il y a des acquiescements, des signaux comme ça qui vont se faire, que vous aussi vous pouvez donner, peut-être un signe de nervosité ou autre, sur lesquels chacun va juger l'importance qu'a le produit pour la personne que je vois à côté, qui risque d'être un concurrent sur les enchères. Mais tout ça aussi, c'est de la négociation par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur avec le marteau, qui gère les enchères. Donc c'est une négociation indirecte et dans le silence, presque, mais en tout cas qui vient utiliser cette théorie des jeux, le mechanism design. Et on est dans la négociation ici. Donc on a vu là, dans cette seconde vidéo, comment dresser la situation d'une négociation, comment décrire les positions de chacun et commencer à déterminer les cibles possibles de cette négociation. Rendez-vous pour la vidéo numéro 3 pour voir la suite et voir comment quelques outils utiles, quelques outils complémentaires utiles pour pouvoir mener à bien cette négociation.
Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Ocadia. Au revoir.